Le sommet USA-Africa a quasiment éclipsé, ou je dirais dominé, l'actualité tant nationale et internationale, les enjeux et les dividendes de cette grande première qui s'est tenue à Washington, la capitale fédérale des États-Unis d'Amérique, sous l'initiative du président Barack Obama. En revenant en pays, vous le savez certainement, l'actualité reste dominée par ces débats autour de la révision constitutionnelle ou non. Du coup, la classe politique congolaise se trouve scindée en deux parties. D'un côté, nous avons les pro-révisionnistes et de l'autre côté, les anti-révisionnistes. Sur ce plateau, je suis très heureux de recevoir un acteur politique. Il est non seulement un acteur, mais aussi un analyste politique que vous connaissez assez bien. Il s'agit de M. Tamba Papi. Il est membre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, et l'un des communicateurs de la majorité présidentielle à qui je dis bonsoir. Bonsoir, M. John. Et bienvenue chez Mirador. C'est un grand plaisir. Je l'ai dit, les sommets États-Unis d'Amérique, Afrique, qui a réuni plus d'une quarantaine de chefs de l'État autour de Barack Obama, et nous signalons aussi la présence remarquée du président congolais Joseph Kabila Kabange. Monsieur Tamba Papi, vous avez suivi ces sommets qui a fait 3 jours quasiment, du 4 au 6. Les sommets s'est clôturé depuis hier, c'est-à-dire mercredi 6. Quels ont été les enjeux de cette grande rencontre? Merci John pour l'invitation. C'est un plaisir de revenir. Ça fait un petit moment que je n'ai pas eu le privilège de me retrouver en face de vous. Avant même de répondre à votre question, M. John, je dois déjà ici ironiser. Je dois ironiser parce que certains dans ces pays qui aiment des gesticulations, qui aiment faire de la politique des bas étages, ont tout simplement fait des communiqués et des déclarations dans un sommet de cette importance pour demander que le président Joseph Kabila soit interpellé aux États-Unis d'Amérique par son homologue président, le président Obama, et qu'il soit déféré pour une infraction dont ils ont essayé de connaître le contenu à la CPI. Comme les ridicules ne tuent pas, parmi les tenanciers de cette logique, nous avons quand même vu aux États-Unis d'Amérique 2 d'entre eux qui étaient là, non pas dans les sommets de chefs de l'État, mais en marge du sommet de chefs de l'État. Ce n'est pas de cette manière qu'on... Mais il faut dire qu'ils étaient invités, M. Tamba. Non, je suis en train de dire ceci. Ils étaient invités. Je ne dis pas le contraire, mais je dis seulement qu'ils étaient en marge du sommet des chefs d'État après avoir fait la déclaration qu'ils ont essayé, qu'ils ont fait. Moi, je pense que lorsqu'on fait la politique de façon responsable, on devait être gêné. Est-ce que c'était une déclaration opportune? Est-ce que cela avait un sens? Voilà que les faits montrent aujourd'hui que le chef de l'État est parti, le chef de l'État revient, et sur, au menu même de la discussion, que ce soit de façon bilatérale ou multilatérale, il n'a jamais été question de son interpellation. Donc on apprenne à respecter tant l'institution présidente de la République ainsi que la personne qui gère cette institution. Maintenant, pour revenir à votre question, oui. M. John, c'est un sommet économique. Les États-Unis d'Amérique ont été assez clairs. Je pense que s'il faut comprendre ces sommets, il faut les comprendre dans les termes des Américains eux-mêmes. Ici, c'est le lieu peut-être de rappeler la déclaration faite par le vice-président Joe Biden, qui avait clairement déclaré que les partenariats qu'ils sollicitent avec l'Afrique, c'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'ils veulent avec l'Afrique, bien entendu, non pas être au-dessus de l'Afrique, mais veulent être à côté de l'Afrique comme partenaire. C'est un discours. Ils ont bien résumé cela, les revenus où on ne doit pas se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Afrique, mais plutôt qu'est-ce qu'on peut faire avec l'Afrique. Voilà. Vous savez, avant ces sommets, quelques années en arrière, nous avons vu déjà à partir du sommet de G8 à l'époque, mais aussi au niveau de l'Union européenne, on avait déjà parlé d'une politique de co-développement. Ça veut dire que l'Afrique est en train de forcer les données.
L'Afrique aujourd'hui, c'est un grand marché. N'en déplaise à certains qui veulent voir l'Afrique dans un angle toujours négatif, mais du fait de savoir que l'Afrique aujourd'hui exporte tout ce qu'elle produit, à moins pour la plupart, et aussi le fait que l'Afrique importe tout ce qu'elle consomme, ça montre déjà l'existence d'un marché qui devient attrayant. Alors, l'Afrique a été depuis longtemps convoitée par, malheureusement, nous devons parler de cette mauvaise partie de l'histoire, le colonialisme. Mais aujourd'hui, il y a les Asiatiques qui se sont réveillés et qui ont compris cette importance. C'est à nous maintenant, en tant que peuple africain de façon générale, et en tant que Congolais, de savoir maintenant capitaliser cette position. De savoir que si les gens viennent vers ces marchés, comment nous devons maintenant tirer les choses pour notre propre, beaucoup plus d'abord pour notre avantage. Donc cela nécessite que l'Afrique parle un même langage. Cela nécessite que les Congolais aussi parlent un même langage par rapport à ce genre de sommet. C'est important aujourd'hui. Vous savez, sous d'autres cieux, dans ce genre d'occasion, avant le départ du chef de l'État, on aurait pu recueillir des observations ou même des propositions de l'opposition pour capitaliser au mieux cette rencontre de façon multilatérale avec les autres chefs d'État, mais aussi avec les présidents américains. Mais qu'avons-nous observé? Que des invectives, que des accusations, que des insultes. Et c'est ce qui est dommage pour notre pays. Oui, bon, en fait, vous êtes content, le président Kabila est parti, il va certainement rentrer sain et sauf, contrairement à ce que voulaient certains opposants. Mais quels sont les dividendes que les Congo, que les pays Lumumba va tirer de cette rencontre? Il y a eu sommet, mais après, les intentions sont affichées. En termes d'intention, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président Obama qui parle d'une enveloppe. En termes d'intention, des 34 milliards de dollars que, naturellement, les États-Unis d'Amérique ou les entreprises américaines voudraient investir dans l'Afrique. Mais constatez par là qu'il ne s'agit pas de la République démocratique du Congo. Mais dans les lots, la République démocratique du Congo constitue un potentiel très important, si pas le premier potentiel. Maintenant, puisque c'est un marché, je vous ai dit ceci, que l'Afrique et la République démocratique du Congo en particulier exportent pour la plupart tout ce qu'elle produit, mais aussi importent tout ce qu'elle consomme. Donc, vu que maintenant il y a l'existence de ce marché qui est reconnu par les capitales américaines, maintenant c'est à nous de voir par rapport à cette enveloppe comment est-ce que ces gens-là qui ont fait cette annonce vont venir et comment nous allons négocier certains marchés. À ce stade précis, selon ma petite compréhension de la politique, je présume qu'il y aurait déjà des tractations de certains contrats. Ce n'est pas pour rien que le chef de l'État s'est déplacé avec certains ministres de la République. Il ne s'est pas déplacé qu'avec son directeur de cabinet pour rien. Il y avait des ministres de l'économie qui étaient avec lui, les ministres et délégués des finances. Il y a un certain nombre de personnalités, pas des moindres. Donc ça veut dire que sur les plans diplomatiques, il y a déjà la tractation, il y a déjà certaines tractations en vue. Les jours à venir, nous serons peut-être mieux informés par rapport à cela. Mais il est important de savoir qu'aujourd'hui, l'Afrique et la RDC en particulier commencent à présenter un marché qui commence beaucoup plus non pas à intéresser mais à séduire l'Occident. Et que l'Afrique commence aussi à imposer le respect. Quand ce sont les États-Unis d'Amérique qui vont dire qu'ils viennent non pas pour supplanter l'Afrique, c'est-à-dire ce n'est pas pour faire une politique avec l'Afrique en la supplantant, mais c'est pour travailler avec l'Afrique côte à côte. Ça sort du vice-président des États-Unis d'Amérique, ce n'est pas rien. Oui, parce que vous parlez du vice-président des États-Unis d'Amérique. Moi aussi, je vais parler du secrétaire d'État américain qui a clairement dit que les États-Unis feront pression sur les dirigeants africains qui doivent apprendre à respecter la limitation des mandats. Je crois que les présidents congolais vont se sentir aussi ciblés par des... Attendez, pourquoi ils se sentent ciblés? Vous savez, parlons d'abord des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique aujourd'hui ont une constitution qui remonte à plusieurs années. La constitution 2 siècles. 225 ans, voilà. Exactement. Mais il fallait attendre 1947 pour qu'aux États-Unis d'Amérique, on pose les problèmes sur la limitation des mandats. Dans l'histoire institutionnelle des États-Unis, il y a un président qui a brigué 4 fois le mandat présidentiel. Roosevelt. Français Roosevelt. Et il y a d'autres présidents, toujours dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, qui ont tenté de riguer un troisième mandat. Soit ils ont été battus,
soit les partis ne leur ont pas accordé, bien entendu, les, comment on appelle ça, la confiance, l'investiture. Ça, nous le savons. Mais maintenant, si depuis 51, c'est-à-dire depuis 63 ans, que les États-Unis d'Amérique appliquent cela, les débats en interne existent aussi aux États-Unis d'Amérique pour qu'on ne puisse pas parler de la limitation des mandats. Bill Clinton l'a lancé, Ronald Reagan aussi l'a lancé et d'autres penseurs américains. Parce que quel est le danger par rapport à un tel principe? Le danger, c'est quoi? C'est que, vous êtes juriste, M. John, vous le savez, si le peuple est souverain, on ne peut pas priver au peuple d'exprimer sa propre volonté. Si le peuple exprime ou pense que nous devons limiter un mandat, ça c'est le peuple qui l'exprime comme tel. Nous devons le considérer aussi comme tel. Mais si à un moment de l'histoire, parce qu'il faut nationaliser l'histoire de notre constitution, le peuple estime, je ne parle pas de la majorité au pouvoir, encore moins l'opposition, qu'il y a lieu de changer maintenant cette nouvelle donne, comme nous le voyons en Allemagne. En Allemagne, il n'y a pas de limitation des mandats pour les chanceliers allemands de se représenter, parce que le peuple allemand a estimé que si nécessaire est qu'on puisse reconduire quelqu'un qui avait un programme et que cela était important pour l'Allemagne, qui pouvait le faire. Donc le peuple seul est souverain en cette matière. Donc ce qui voudra dire que les débats en interne, ce n'est pas un débat qui est posé. Ce n'est même pas aussi un débat qui existe aussi entre nous ainsi que nos partenaires, que ce soit multilatéraux ou bilatéraux. C'est un problème qui appartient, je parle en termes de pouvoir, au peuple congolais plutôt de façon exclusive. Donc si aujourd'hui cela devait se présenter, le président Aubin Minaku, la Claire m'a dit que c'est ce que nous considérons dans la majorité comme étant un problème majeur. Pour l'instant, la révision de la Constitution dont nous faisons allusion, à laquelle nous faisons allusion, M. John, n'a rien à voir avec les prescrits de l'article 220. Nous parlons des articles qui doivent suivre les pas de l'évolution par rapport aux lois électorales déposées par la CENI à la Chambre basse du Parlement. Parce qu'il faut quand même adapter cette Constitution par rapport au paysage électoral de notre pays. Mais si le moment venu, le peuple qui lui-même avait estimé par voie référendaire qu'il fallait au moins limiter le mandat présidentiel à 2, et à ce jour, c'est ce qui est d'actualité. Mais si le peuple demain estimait autre chose, c'est clair que John Kerry, le secrétaire d'État américain, se rangera derrière la volonté du peuple congolais. Il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, qu'il s'exprime de la manière comme tout le monde peut s'exprimer, parce que la réalité, au moment où nous sommes en train de faire cette émission, John, la réalité est que notre constitution parle de la limitation des mandats présidentiels 2 fois. Oui. Donc, dire autre chose, ça serait manquer de respect au peuple congolais. Mais si maintenant le peuple de changer cette donnée, à travers un référendum, je dis bien à travers, c'est les moyens d'expression les plus larges possibles que le peuple dispose pour se prononcer par rapport à une matière. Personne n'a le droit, n'a le droit de priver au peuple congolais la capacité de porter quelqu'un à la tête de notre pays. Monsieur Tamba, ce que vous dites est rationnel sur le plan scientifique, bien sûr. Mais revenons sur l'arène politique. Les anti-révisionnistes ne veulent même pas de ces référendums parce qu'ils n'ont pas foi à l'organe habilité à organiser ces référendums. Bien entendu, la CENI, parce que cet organe serait déjà acheté par le pouvoir en place. Donc les résultats sont déjà connus d'avance, alors autant boycotter. Non, M. John, maintenant posons-nous la question si la République doit devenir un otage de quelques politiciens dans ce pays. Je ne pense pas que je suis sur votre plateau pour commenter les états d'âme des gens. Les gens ont droit d'avoir les états d'âme. Moi, j'ai aussi droit d'avoir mes états d'âme. Mais cela n'est rien par rapport à la volonté que le peuple doit exprimer. Moi, je suis en train de dire ceci, que je suis respectueux des principes élémentaires du droit et je suis respectueux de la souveraineté d'un peuple. Et je sais qu'un peuple qui exprime sa volonté, personne, mais peu importe les états d'âme ou les gesticulations que vous pourriez avoir, ne pourrait le lui empêcher. Le peuple congolais l'a prouvé à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, les gens ont boycotté des choses. À plusieurs reprises, le peuple congolais a prouvé qu'il était souverain. Tenez, M. John. En 2005, il y a quelqu'un dans ce pays, un acteur politique pas des moindres, qui avait lancé un ultimatum contre la volonté populaire, en disant que le 30 juin 2005 à minuit, tout va s'arrêter. Tout s'arrête. Il a dit le 30 juin 2005 à minuit, tout s'arrête. Mais cette personne-là a aussi donné l'ordre pour qu'on boycotte la mise en place, ou qu'on boycotte plutôt l'élection, plutôt
les votes de la Constitution. C'est-à-dire qu'on puisse boycotter sa mise en place par les peuples. Mais je vais vous dire une chose. La Constitution a été mise en place, adoptée par voie référendaire, adoptée le 18 février, c'est-à-dire promulguée le 18 février 2006. En 2006, la personne a dit, parce que la situation est comme telle, je boycotte. Ça veut dire que je ne vais pas me présenter à l'élection présidentielle. Mais M. John, en 2011, il a rejoint la République. Parce que la République est solide. La République ne peut pas se résumer sur les états d'âme de quelques politiciens. Tout indique que cette personne va rejoindre aussi la République en 2016 ou dans les échéances à venir. Parce que personne ne peut rien. Ni moi, ni les chefs de l'État ne pourraient rien contre la volonté exprimée par le peuple congolais. Donc face à ces problèmes majeurs... Mais encore faudra-t-il que cette volonté soit réellement exprimée par le peuple congolais. Qu'il n'y ait pas de tripatouillage. On vous accuse souvent de manipuler Nous sommes habitués. Vous savez, je vais vous dire une chose. En 2011, vous avez assisté à quelque chose de spectaculaire. Avant qu'il puisse avoir un seul votant, avant qu'il puisse commencer même la campagne présidentielle, quelqu'un avait déjà dit dans ces pays, quelqu'un avait dit que le 6 décembre 2006 à minuit, quelqu'un avait déclaré que le 6 décembre, le pasteur Ngoïmoulou va pleurer dans sa langue maternelle si lui n'est pas élu. Quelqu'un l'a dit dans ces pays. Avant qu'il y ait un seul votant. Ça veut dire quoi? Ça voudrait tout simplement dire que la CENI était déjà sur les bancs des accusés. Avant même qu'on sache qu'est-ce qui va se faire. Donc des gens sont venus avec des présomptions. Avec des présomptions, non pas positives, mais négatives, contre l'institution qui est censée gérer la démocratie, c'est-à-dire appuyer la démocratie dans notre pays. Maintenant, ces gens-là, qui sont aussi venus avec des vocables, c'est dans votre émission ici, rappelez-vous, vous m'avez reçu ici avec des conseillers juridiques de la personne à laquelle je fais allusion. J'ai dit à la personne qu'écoutez, ramenez-moi les preuves de ce que vous voulez tout simplement affirmer ici, que vous affirmez dans ce plateau. Ramenez-les-moi la semaine prochaine, j'attends toujours. C'est parce qu'ils sont venus avec les vocables mensonges des îles qui deviennent une sorte de faux fouillants. Parce que jusqu'à ce jour, rien ne permet aussi d'établir ce qu'ils allèguent eux-mêmes. Donc nous sommes dans des stratégies qui se font dans des petits salons politiques. Je vais appeler ça des petites stratégies dans les petits salons politiques, des pensées qu'on peut soi-même, en tant que parti politique, prendre la République en otage avec des vocables. Mais le peuple congolais a appris à montrer à ces différents leaders politiques que le pouvoir lui appartient. C'est parce que la constitution qui a été mise en place, il faut savoir une chose que je suis étonné de voir, que parmi les gens que vous appelez des anti-révisionnistes, ce sont aussi ceux-là qui ont même boycotté sa mise en place. Donc ça veut dire que nous avons affaire avec des gens qui n'ont même plus de lignes et de directions politiques, parce que les ridicules ne tuent pas, ils sont toujours en vie. Ok, les ridicules ne tuent pas. Toujours les débats, il y a une question connexe sur de cette révision constitutionnelle. L'opposition, une frange de l'opposition, il faut le dire, cette frange-là des anti-révisionnistes, a organisé un meeting sur la place Sainte-Thérèse Angili, et il y avait une foule, et il faut dire que le message est passé. Votre lecture de ces grands messes de l'opposition politique. Je vais vous dire une chose, il y a une chose qui quelquefois me chagrine, c'est la méchanceté de cette opposition. Mais en politique, on ne se fait pas des cadeaux, M. Tamba. Non, permettez-moi, je vais vous exprimer cette méchanceté parce que même si on a des problèmes personnels avec Joseph Kabila qui devait arriver les 5 aux États-Unis d'Amérique, les 5 août, et qu'il fallait un jour avant organiser quelque chose pour montrer qu'on est contre Joseph Kabila, je ne pense pas que quelqu'un comme Martin Fayou, qui vend ses bouteilles de coca dans son hôtel, 3 $, la bouteille de bière 5 $, et que ces jours-là, il a ouvert son restaurant et son hôtel, il y avait des clients qui étaient là, des clients habituels, il va priver à la population de Tchango. Il voudrait que la population de Tchango, ce lundi-là, ne puisse pas travailler. Il voudrait seulement que pendant que lui est en train de vendre ses coca 3 $, mais qu'à Tchango ce jour-là, que personne ne puisse vendre parce qu'on va écouter un discours de quelqu'un qui est élu de Tchango. Non. De quelqu'un qui habite proche de ma campagne vers Denvo.
comme si à Delvaux, il n'y a pas de peuples à qui on peut aller s'adresser. C'est pourquoi je dirais chapeau à cette population de Tchang, qui vient de montrer à la méchanceté de cette opposition qu'ils savent se prendre en charge. L'échec qu'ils ont subi par rapport à tout ce qu'ils attendaient, parce que nous parlons d'une organisation... Mais il faut reconnaître que c'était quand même un pari risqué d'organiser la manifestation. C'est-à-dire, lorsqu'on est quelqu'un de gentil, les contraires du mot méchant, on ne veut pas priver des gens qui vivent avec peut-être les petits commerces la possibilité de vendre pour que pendant, on dit de 10h à 15h ou de 10h à 17h, que venez nous écouter, pendant que soi-même, on a un restaurant, on a un hôtel et on continue à vendre sans se donner de la peine que ces gens-là doivent vendre. Pourquoi ne pas organiser ça un week-end? Parce qu'il faut à tout prix, je dis même parce qu'il faut à tout prix essayer de faire barrière à la personne qu'on déteste, Joseph Kabila, qu'il faut maintenant priver à la population de Tchang la possibilité de travailler pendant que soi-même dans son restaurant et dans son hôtel, on a travaillé sans se poser ce genre de questions. C'est cette méchanceté que je trouve qui devient un peu déconcertante et ça devient une sorte d'insulte à la mémoire collective du peuple congolais. Voilà, M. John, pourquoi j'ai dit que la population de Tchang, je dirais vraiment, Bana Tchango, bravo. Si vous avez une émission, na bete bino maboko mingi. Pour vous comprendre que, et si quand na bino place bofandi, na kala basakana ki na mingi, mutako uta na musika za Eli à Tchangote. J'aurais aimé qu'on nous dise que voilà Jolino Makele, qui est Eli d'Enjili. Viens au moins parler. On va dire voilà, il est dans son fief. Qu'est-ce que Bruno Mavoum va faire là-bas? Pourquoi ne pas l'organiser dans ma campagne? Pourquoi? Parce qu'il habite ma campagne. Martin Fayoulou n'habite pas Tchango. Pourquoi toujours c'est cette population de Tchango qu'il faut instrumentaliser? Pourquoi c'est toujours cette population de Tchango qu'il faut essayer de, je dis instrumentaliser, ou bien essayer de, quel terme je peux utiliser? C'est-à-dire de jeter toute sa méchanceté sur cette population, pendant que soi-même, chez soi, ses activités, ces jours-là, roulaient, je dis dans son rythme normal, et qu'on aurait aimé qu'à Tchango, que les choses ces jours-là soient bloquées. La population de Tchango a dit niet. Il y a même quelqu'un qui a ironisé. C'était des jeunes là qu'on appelle généralement, qui ont des cabines téléphoniques. Il a ironisé, il dit, ah, parce que la volonté de Martin Fayoulou aurait été que ces jeunes-là ne vendent pas, qu'il aille maintenant de 10h à 15h pour une activité où lui, Martin Fayoulou, ne montre même pas d'exemple. D'abord, il est parti aux États-Unis. Lui-même, il lance un appel, il part aux États-Unis. Deuxièmement, il n'a même pas par solidarité fermé son hôtel et son restaurant qui se trouvent en face du grand hôtel. Par solidarité, il pouvait dire à la population de Tchango qu'aujourd'hui, je ferme mon restaurant, je ferme aussi mon hôtel pour ne pas vendre. Donc, cette méchanceté de l'opposition, qui devait de l'anticabilisme primaire, parce qu'il faut à tout prix en découdre avec la personne qui s'appelle Joseph Kabila, je vais devenir méchant. Moi, je trouve ça devient déconséquent. Voilà. Oui, vous avez presque tout dit. Continuons toujours. Au lendemain, dans cette même lignée, au lendemain de ces meetings, alors qu'on croyait que la liberté d'expression était consacrée en République démocratique du Congo, mais curieusement, pavé dans la mare, l'un des ténors de l'opposition, qui a pris part à ces meetings, a été arrêté dans des conditions, en tout cas, peu recommandées, dans un État qui se veut réellement démocratique. Donc, vous savez, M. John, mon plaisir à moi, c'est de savoir que la personne qui me pose la question dans cette émission, en l'occurrence vous-même, vous êtes un témoin vivant que la liberté d'expression dans ce pays existe, et puisque vous nous recevez plusieurs fois avec plusieurs leaders de l'opposition, sauf si vous voulez vous-même nier cette évidence. Mais en tout cas, les archives sont là, ça peut parler à Mirador, pour montrer que voilà, avec les opposants, on fait des débats dans votre émission et on sort tranquille, sans aucun problème. Maintenant, si dans ces pays, nous voulons mettre en place une nouvelle théorie, c'est maintenant l'immunité lorsqu'on devient opposant dans ces pays, alors qu'on nous le dise clairement, qu'on puisse les voter au niveau du Parlement. Qu'on les vote maintenant au niveau du Parlement, que tout le monde sache que lorsqu'on devient opposant, ça devient une sorte d'absorption du péché, pour que maintenant, cela puisse consacrer l'immunité.
Comme ça, nous tous, si nous avons besoin de commettre des infractions, nous ferons quelques séjours à l'opposition pour savoir du fait que j'ai commis cette infraction, tout en étant dans l'opposition, je ne serai pas interpellé. Mais c'est John, trouvez-vous normal que lorsque vous avez une occasion comme celle-là, c'est-à-dire quoi? Vous êtes une centaine d'organisations. Vous dites que vous avez des positions à exprimer par rapport à la mauvaise politique menée par les chefs de l'État. Vous dites que vous êtes contre la révision de la Constitution. Votre argument, ce sont les insultes. C'est de dire que Kabila est responsable du M23. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Roger Lumbala a fait le tour du monde. Roger Lumbala a fait le tour du monde pour faire croire aux gens que les M23 c'est Kabila. Il a crié à tue-tête partout. Il est passé même dans d'autres chaînes concurrentes sur les plans internationaux. Pendant que nous disions que Roger Lumbala est avec les M23. Mais lui, il a fait croire à d'autres personnes. Les Congolais aujourd'hui sont mieux. Parce que lorsque le 5 janvier 2013, à la délégation conduite, à la délégation du M23, on trouve comme vice-président de cette délégation Roger Lumbala, qui auparavant avait fait des déclarations intempestives contre Joseph Kabila. Je pense que ces jours-là, les Congolais ont dit comprendre la vérité se trouve de quel côté. Que Bertrand Ewanga vient nous dire aujourd'hui que les M23 c'est Kabila. Alors que lorsque les M23 assiègent ou occupent Goma, les seuls drapeaux du parti politique qui flottaient dans leur coin, c'est les drapeaux de l'INC. Alors qu'il y a 4 hauts cadres du M23 sont des anciens de l'INC. L'INC dira qu'ils ont été radiés. Mais curieusement, depuis maintenant l'arrestation de Bertrand Ewanga, ce sont les mêmes cadres radiés de l'IDPS, de l'INC plutôt, qui se font des véritables avocats sur Internet de Bertrand Ewanga. Non, par solidarité humaine. Attendez, monsieur John, quand nous faisons la politique, nous évitons la naïveté. Il y a des choses qu'on ne peut la pas... politique... Monsieur Tamba, il y a des choses qu'on ne peut pas souhaiter même à son pire ennemi. Je suis en train de dire ceci. Humainement que parlant. lorsqu'on fait de la politique, on évite de la naïveté. Et moi, je ne serai jamais naïf dans la politique. Donc c'est une manière de dire qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, qu'on ne nous amène pas au jeu. Je dis bien aux jeux qui ont fait, ou bien qui ont amené la mort de Lumumba. Toute une campagne sur Lumumba, qu'il est communiste. Aujourd'hui, nous les regrettons toujours. Aujourd'hui, toute une vaste campagne sur les chefs de l'État. L'histoire retiendra dans ces pays que les chefs de l'État, non pas seulement qu'il a accédé au pouvoir en 2001 en trouvant 47% du territoire national qui était sous contrôle, mais l'histoire retiendra que les chefs de l'État en 2014 présentent un pays dont il a récupéré 100% du territoire. Bertrand Ewanga doit nous dire ceci, que lorsque Joseph Kabila est arrivé en 2001 ici au pouvoir, pour quitter Kinshasa et aller à Goma, il fallait passer par Nairobi. Voilà ce qu'il doit nous dire. Il doit nous dire ceci, que pour quitter Kinshasa et aller en Bandaka, il fallait passer par la République centrafricaine. Parce qu'il n'y avait aucun moyen de faire des vols long courriers entre Kinshasa et Goma et Kinshasa et Bandaka, pour ne se limiter qu'à ce niveau-là. Grâce maintenant au leadership de Joseph Kabila, à tous les travaux mis en place, l'Angola a mis 25 ans pour arriver à pacifier le pays, avec ces différentes rébellions. Joseph Kabila aujourd'hui, en 13 ans, avec plusieurs choses que nous avons vécues, nous présente un pays avec les 100% de notre territoire sous contrôle, mais aussi avec une armée requinquée, une armée revigorée, non pas seulement en nombre, mais encore en moyens d'équipement et aussi en matériel de guerre. Et c'est maintenant, aujourd'hui, pendant que Joseph Kabila nous appelle à la cohésion nationale, pour que nous puissions bâtir une force en tant que nation par rapport aux enjeux économiques de l'heure. C'est le moment que Bertrand Ewanga trouve pour venir maintenant nous dire encore ou bien énerver les efforts de paix. Et pour cela, vous pensez qu'une atteinte au chef de l'État ou une atteinte à la sûreté de l'État, parce qu'on veut attiser la haine contre ceux qui minent notre pays par rapport aux effets pervers que nous connaissons des rébellions, vous pensez que ça doit être applaudi. Je vous dis non. Mais c'est John, je vous dis non. Aux États-Unis d'Amérique, en France et partout, ça serait sanctionné. Je dis bien sanctionné. Sanctionné non pas par le pouvoir politique de Joseph Kabila, mais par la justice. C'est ce qui a été fait. Et la justice, dans ces pays, doit faire son travail. Il est parti très loin, comme l'a dit le ministre Bouyège, et c'est à lui d'assumer ses propos. Comment peut-on assister à des choses
quelqu'un tel que Deko Basile. Comme Deko Basile, député élu de quel parti? C'est du parti dont Roger Lumbala est le président. Mais Deko Basile va venir dire aux Congolais que voilà, les M23, c'est une histoire avec Joseph Kabila. De qui se moque-t-on? Donc j'ai l'impression que la liste continue. Hein. Après, de qui se moque-t-on? C'est qui les prochains sur la liste? Je ne suis pas, je ne travaille pas dans la magistrature, je ne suis pas procureur de la République. Je me positionne en tant qu'acteur politique pour déplorer cela. Parce que John, nous sommes décidés. Laissez-moi vous le dire. Arrêtez tout le monde qui va vous barrer la route. Je ne parle pas de ça. Ne me mettez pas des mots dans ma bouche. Moi, je suis un communicateur. Je ne suis ni policier, encore moins magistrat. J'ai dit ceci. Nous sommes décidés que les gens de l'opposition qui sont habitués à monter des cabales et des mensonges, si des choses qu'ils font eux-mêmes, à un certain moment, pour une question d'élégance politique, des fois on les laissait faire. Qu'ils sachent qu'aujourd'hui c'est fini, c'est la fin d'une époque. Ah bon? C'est la fin d'une époque. Le PPRD va réagir ou répondre. Vous savez, le chef de l'État avait dit, parlant des forces rebelles, un jour il a déclaré que désormais toute nouvelle tentative d'agression contre la RDC sera suicidaire. Nous aujourd'hui au PPRD nous disons ceci. Désormais, toute attaque contre la personne de Joseph Kabila aura droit à sa réaction. Non, sera suicidaire. Nous disons que aura droit à sa réaction. C'est ce que nous disons aujourd'hui. Dans la politique, c'est tout sauf des attaques personnelles. Voilà. Bon, même si l'infraction serait fondée, encore faudra-t-il encore l'établir, parce que jusqu'à présent, M. Iwanga est présumé innocent, mais on a perdu de vue que c'est un député national, un élu du peuple, qui bénéficie des immunités. M. Tamba. Je ne vous laisserai pas dire ça, et vous savez qu'en me posant la question, la procédure en matière de droit pénal pour Congolais les permet, en cas de flagrance pour des faits d'une certaine gravité, parfaitement encadrés par la loi, vous le savez. Nous ne sommes pas dans l'illégalité d'une procédure. On n'a pas saisi les Esaïki Makabouté à souci, permettez-moi de dire en lingala, pour que les Congolais va comprendre. Esaïki Makabouté na souci, Esaïki Makabouté bo kansake kende ikaka la parquet non. Procédure élégique, c'est la Cour suprême de justice, qui est la plus haute instance judiciaire en matière de député dans cas de flagrance d'infraction. Le roi Bertrand Iwanga à Salaki, Cour suprême de justice, et Kokiko s'est prononcé. Et sachez qu'à la tête même de l'Assemblée, nous avons quelqu'un qui est un ancien magistrat. N'essayez pas de nous présenter ces gens comme étant des gens qui n'ont aucune connaissance de la procédure judiciaire dans ce pays. Arrêtons un peu avec cette politique de noyer les... Mais il faut venir les cueillir aux petites heures du matin, comme un malfrat. Attendez, vous aurez aimé qu'une personne... C'est-à-dire, vous savez, je ne suis pas en train de légitimer d'autres infractions. Mais je suis en train de dire que pour un pays comme les autres, comme la République démocratique du Congo, un pays avec notre histoire et tout ce que nous avons connu, John, c'est lui qui veut énerver la paix dans notre pays par un message qui attise la haine. Pour moi, je trouve que son infraction est d'une particulière gravité. Maintenant, penser que c'était seulement parce que la personne a déclaré des choses et que ce n'est pas grave, laissez-moi vous dire que l'Holocauste a commencé par des déclarations. Laissez-moi vous dire que des faits très graves dans ce monde ont commencé par des simples déclarations. La radio de Mille Collines. Je suis en train de vous dire que ça a commencé par des simples déclarations. Vous parlez de la radio de Mille Collines parce que vous en savez quelque chose. Voilà. Mais j'ai senti un certain acharnement, une certaine haine que vous reprochez aux amis de l'autre côté de l'opposition à l'endroit de l'honorable Iwanga. Non, attendez, l'honorable Iwanga, comme je suis en train de vous dire, qui ou que représenterait-il comme soit un peu sérieux pour la majorité, pour les chefs de l'État ou pour le PPRD. Ce n'est qu'un secrétaire général de son parti, l'INC. Mais pourquoi les conflits? Et en 2011, attendez, je dis bien que consacrer une loi dans ces pays, que lorsque maintenant on est dans l'opposition, on doit maintenant avoir bénéficié de l'immunité en matière de toute infraction. Je vous l'ai dit, que pour que je commette des infractions, je partirai dans l'opposition, le temps de commettre l'infraction, de voir qu'il peut y avoir prescription et revenir à la majorité. Moi, je pense que nous sommes des acteurs politiques, du pouvoir comme de l'opposition. Nous devons savoir que la loi dans une république doit s'appliquer. Donc, il ne faudrait pas que nos amis de l'opposition essayent continuellement et indéfiniment qu'ils essayent toujours de trouver des stratagèmes, je dirais diaboliques, permettez-moi, de présenter tout fait qui serait visé à leur endroit comme étant des infractions politiques.
Là, ça devient stratagème diabolique. Pourquoi? Parce que nous connaissons le père du mensonge. C'est le diable. Mais l'opposition n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que dans l'entretemps, nous apprenons que les opposants promettent qu'ils seront là, pas seuls, hein, avec toute leur famille, venir, je ne sais pas moi, au Seperka ou je ne sais où, si dans 24 heures, vous ne libérez pas l'honorable Wanga. Parce que la République doit vivre avec les chantages. Je vais vous dire, John, je vous l'ai dit tout à l'heure, que quelqu'un dans ces pays, de loin plus important que Bertrand Wanga, je parle en tant qu'acteur politique, ne serait-ce que par l'âge, par l'histoire et par ce qu'il peut représenter. Cette personne a dit que le 30 juin 2005 à minuit, tout s'arrête. Rien ne s'est arrêté. Cette personne a boycotté la mise en place de la Constitution. La Constitution a été mise en place. Cette personne a boycotté les élections en 2005. En 2006, il a rejoint la République en 2011. Donc je suis en train de vous dire que la République n'est pas là pour être un otage de quelques membres de l'opposition. Ils peuvent, s'ils disent qu'ils vont venir avec leurs familles, moi je les encouragerai de venir avec tous leurs clans. Peut-être que ça sera encore mieux, ils vont mieux mobiliser avec leurs clans. N'empêche que la loi sera au-dessus de leur famille, sera au-dessus et sera au-dessus de leur clan. La République n'appartient ni à Papi Tamba qui vous parle, la République n'appartient non plus à Joseph Kabila, ça appartient aux Congolais qui eux-mêmes mettent en place des dispositions réglementaires. Vous connaissez la théorie du contrat social, ce n'est pas à moi de vous l'apprendre. Les gens ont accepté de s'en remettre dans une enveloppe sociétale. Aujourd'hui, nous sommes tous dans une même enveloppe où nous mettons en place les normes. Les normes sont là qui sont opposables à tout le monde, notamment la loi. La loi est là, la loi réglemente les choses, la loi réglemente les compétences et la loi sanctionne. Voilà. Ok, j'aimerais bien qu'il y ait un contradicteur en face de vous, mais on fait avec les gens qui sont disponibles. Nous sommes quasiment arrivés à la fin de l'émission. Non, vous ne pouvez pas dire que vous faites avec des gens qui sont disponibles. Il faut dire que c'est depuis hier que nous devons faire cette émission. Non, mais laissez-moi le dire. Non, pas la peine de donner tous ces détails. Merci. Vous faites de la censure. Merci. Non, vous faites de la censure, monsieur. Non, merci. Donc merci voilà bien, au point. monsieur. Voilà merci, au monsieur point. Tamba. On nous parle de la liberté d'expression. Peuple congolais, vous l'attendez. Non, par le fait de Bisso, que Bisso va tout empêcher, la liberté d'expression. Voilà que Ngaï, si on a plateau du radio, va empêcher Ngaï, n'a l'oba. Non, je respecte votre non, c'est mon plateau, c'est moi qui je constate seulement dans votre plateau, je n'ai pas la liberté de dire ce que je peux dire qui ne sont même pas une Non, vous avez longuement parlé sans que je puisse vous interrompre. Ne dites pas ça. Attendez. Même les téléspectateurs ne vont pas vous croire. En tout cas, okay, merci. je brûle d'envie de dire quelque chose merci qui beaucoup. m'empêcher de dire. Nous atterrissons déjà. Je vous donne la parole. Ça sera votre conclusion par rapport aux deux grands thèmes qu'on a abordés ce soir. Les sommets afro-américains qui s'est tenu à Washington, la capitale fédérale des États-Unis, et puis cette polémique ou ces bras de fer entre les révisionnistes et les anti-révisionnistes de la Constitution de la République. Monsieur Tamba, vous avez la parole pour conclure. Non, écoutez, M. John, moi je vais juste dire au peuple congolais, c'est de comprendre les enjeux de l'ère et la vision de développement de notre pays. Un pays ne se développe pas seul, un pays se développe aussi avec des partenaires. Aujourd'hui, la RDC présente un potentiel qui semble intéresser nos partenaires bilatéraux ainsi que multilatéraux. Moi, je pense que c'est le moment de réunir nos forces, nos intelligences. Nous devons fédérer toutes les valeurs que nous avons dans notre pays, dans l'esprit même de la cohésion nationale. Nous devons fédérer les différentes compétences que nous avons dans l'esprit de concertation nationale. Tout cela, c'est pour permettre à ce que nous puissions tirer meilleur profit de ces sommets qui viennent se dérouler aux États-Unis d'Amérique. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. N'en faisons pas une affaire politique, n'en faisons pas une affaire personnelle, comme si ça devenait l'affaire de Joseph Kabila. C'est l'affaire de tous les Congolais. Et par rapport à la révision de la Constitution, en marge de ces sommets aux États-Unis d'Amérique, la majorité et l'opposition ont aussi été conviés pour discuter de ces débats. Si la révision de la Constitution, je pense que vous avez les échos. Vous avez les échos. Aujourd'hui, tout le monde comprend que la révision de la Constitution dans notre pays devient une nécessité. Une nécessité pourquoi? Parce qu'il faut adapter la sphère politique actuelle ou même la vie nationale actuelle par rapport à la situation, par rapport à notre Constitution. Il y a des dispositions de cette Constitution par rapport au projet de loi qui a été adopté au niveau du gouvernement avant les vacances parlementaires, qui je pense seront débattus. Ces projets seront débattus à la rentrée parlementaire. Ces projets de loi parlent de 4 articles. Ce sont des articles sur la loi électorale
pour que nous puissions avoir 3 différents paliers de lois électorales et puis les scrutins indirects. Cela permettrait à ce que nous puissions saisir d'abord l'opportunité que nous avons d'organiser les élections locales, d'organiser les élections provinciales, mais aussi l'élection sur les plans présidentiel et législatif. Pourquoi? Parce qu'à ces jours, et je vais en finir par là, en Lingala. Voilà, il ça. Tant que dans le Congo, tant que nous avons élection, il faut que ça appelle mon justice électorale. En 2006, ezali na butu nyonso oyo na kati ya RDC aza na posa ke na kati ya commune na ye aza na posa ya komona ke mutu oyo baponaki aza ya likolo esalemaki te. Na 2011 esalemi te. 2016 tozolinga tokende bato mosusu bazolinga mpe esalema toujours te. Donc balingi te ke bino na ntango bozala na bato oyo bika biso moto poni bato bakamba biso balingi toujours bato bauta na likolo. Eloko mibale ndenge ezali place wana tozali lelo na Sénat, tozali na l'Assemblée provinciale, tozali na gouverneur ya province. Mandat na bango lelo tozoloba boye 2 ans et demi esi elekaki. 2 ans et demi. Donc il faut to bandana pour koyeba comment est-ce que to bongisa makambo na niveau wana parce que bazo betela biso masolo ya kobanga dépassement ya mandat ya nani ya mukonzi ya mboka oyo azana na 60% mandat ya kosala. C'est-à-dire place problème ezali balingi tozwa solution te balingi tozwa solution esika problème ezate. Mandat ya Joseph Kabila eza na problème te, mandat ba député eza na problème te, mais yoka débat ezali oh non oyeba lobela même na 2016 mandat ba député pe aussi la kaka ya Joseph Kabila sikoyo ba gouverneur ya province ba sénateur ba assemblée provinciale na niveau ba élection locale oh il fallait esalema to sala nango nini to toujours kaka toke sur ba élection mususu to bongisaka problème yango te yango biso to lobi ke tozo sala politique pour na mboka to sala politique moi ezali fixer si mutu moko te baninga na biso ba fixer bilongi kaka na mokonzi mboka alors que mokonzi mboka azo sala botala mamba bukanga lotu esalemi ba muso ba koloba autant bomoni boye enye l'actualité ba butche mbongo mpo bomisano eza po ba découvrir ba diamant na kati eza po tromper vigilance ba congolais motema mabe na yango lelo to komona ba yeko sala meeting na bango boloba oyo bino bomoni biso to sala malamu te ndenge bino bo sala malamu bo pesa oyo babenga na français projet na bino chaque fois so bazwi micro Kabila boy un wana eleki mingi o mukonja mboka bo mimela ngai awo bokange basinga tolekisa o basala boy tolekisa lelo tolobi mukonji pa za na batu balobelaka ye biso totumbolaka te me ambala oyo so babi ke bayaka toujours kofinga mukonja mboka monde bomoni na télévision bokomonaka biso mingi nazanga mon côté parce que trop c'est trop. Merci John. Je crois que vous avez atterri en douceur. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des milliers à nous suivre. J'ai été heureux de recevoir M. Tamba Papi, un membre du parti présidentiel, le PPRD, et l'un des communicateurs de la majorité présidentielle. Les rendez-vous est pris à jeudi prochain pour une nouvelle édition de votre magazine Réplique en Or. Merci.